bienvenue sur Europe 1. Nous voici ensemble pour 2 heures de direct au 39-21. Dans cette libre antenne, vous le savez, on échange, on parle de nos vies, de nos difficultés, mais aussi de ce qui nous rend heureux. Et dans ce partage de notre condition humaine, j'ai glané pour vous une phrase du philosophe Kant que je trouve assez réconfortante. Alors Kant nous dit « L'homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce. Elle veut la discorde. » Pour ce philosophe allemand du XVIIIe siècle, si nous vivions en parfaite harmonie, nous ne serions que des plantes, tandis que les désaccords permettent de progresser vers plus d'humanité. Voilà pourquoi nos petits bobos, nos altercations ont une vertu, celle de nous apprendre à coopérer, de nous faire sortir de notre inertie naturelle et de nous pousser à aller de l'avant. Inutile alors de regretter un hypothétique âge d'or dans lequel les hommes seraient tous aimants et heureux. La cupidité, l'instinct de domination, la jalousie, bref, tous nos travers sont en réalité la clé de notre humanité car elle nous oblige à développer notre intelligence et à terme notre moralité. Grâce à la discorde, nous pouvons en effet espérer que l'homme apprendra à cultiver son ouverture, lui permettant de mieux vivre avec ses semblables. C'est donc une excellente nouvelle qui nous permet de discuter de nos bleus à l'âme, comme nous le faisons ici à l'antenne d'Europe 1, des bleus à l'âme qui s'avèrent être aussi le fondement de ce que nous avons de meilleur. Geoffrey et Paul sont là, au standard, au 39-21, pour accueillir vos appels, et c'est Charles Westrelin qui réalise avec bonheur cette belle émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un ou une auditrice en appelant le 39-21. Et puis bien sûr, vous pouvez réagir à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bienvenue. Merci de me recevoir. Alors Marie, qu'est-ce qui vous amène à l'antenne ce soir? Je souhaitais partager avec vous un petit bout de ma vie à moi, un événement important qui m'est arrivé, parce que je pense que, peut-être que ce témoignage pourra permettre à d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires de s'ouvrir et d'en parler. Donc moi, j'ai été abusée par mon grand-père paternel quand j'étais toute petite fille. À 3, 4, aux alentours de 3, 4, 5 ans. Ouais. Et donc, j'ai grandi avec ça en moi jusqu'à... tout le temps, quoi. Hein. Ouais. Alors ça, c'est des abus sexuels, donc pas... Je connais bien les différences, donc il ne s'agit pas de viol, il s'agit d'attouchement. Ça reste très traumatisant. Oui, ça reste très traumatisant, oui, bien sûr. Et ça s'est arrêté, je pensais que ça s'était arrêté de mon fait, mais voilà, quand j'avais 4 ans, à peu près 4-5 ans. Mais comme quoi, hein, même si on est petit, le souvenir peut être très présent. Ouais. Et donc j'ai grandi avec ça, j'ai fait ma vie. Là. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Oui. Et donc j'en avais jamais parlé. C'était vraiment un silence de plomb. Et vous aviez, vers 20 ans, vu un thérapeute, vous avez... Non, j'ai jamais. Toujours voulu, alors j'ai toujours voulu, je sentais qu'il y avait un besoin d'en parler. Alors, pour faire le contexte, je suis issue d'une bonne famille, attention, mais voilà, on est des gens très bien, une famille soudée. Mon père aimait son propre père, ne se doutait absolument pas qu'il puisse y avoir une chose pareille. Oui, comme souvent. Ouais. Voilà, je pensais être la seule, alors ça a de l'importance à ce stade, je pensais être la seule victime de mon grand-père. Donc il m'a fallu des années pour comprendre que j'étais victime, parce que, je pense qu'on passe par plusieurs stades. On grandit, on est tout petit et on comprend pas ce qui se passe. Non. Et puis on se sent coupable aussi, étrangement. Ouais. Oui, je pense qu'on se sent coupable, mais plus... dans la honte, c'est ça que je voulais dire. Voilà, dans la honte. Et puis, j'ai eu la chance de grandir dans un foyer aimant, avec des bons parents qui m'ont inculqué de bonnes valeurs et qui ont toujours su respecter mon intimité, ma sexualité aussi. Et du coup, je pense que malgré ce traumatisme que j'ai eu petite, j'ai pu vraiment
bien intégrer le bien, le mal, enfin, je sais pas comment vous dire, mais avoir Et vous avez des frères et sœurs? Votre grand-père s'est aussi mal conduit avec vos frères ou Alors vos donc sœurs? j'ai un grand frère, mon grand-père s'est pas mal conduit avec lui, mais bon alors pour vous la faire plutôt courte parce que c'est très très compliqué, mais je suis tombée enceinte donc j'avais 26 ans, 25 ans et demi, et j'ai bien vécu cette grossesse, mais elle a fait ressurgir en moi voilà cet événement là. Quand ma fille est née, donc j'ai eu une petite fille, moi je voulais un garçon, parce que j'étais traumatisée malgré tout au fond de moi de ce qui s'était passé. Quand on m'a dit que j'avais une fille, enfin, je faisais des cauchemars, j'étais pas sereine. Ma fille est née, donc beaucoup d'amour et puis une énorme tristesse par-dessus. Donc j'ai tenu, je sentais, depuis la naissance, je savais qu'il fallait que j'en parle, et j'étais très mal à l'aise avec la nudité de ma fille, mais vraiment très mal à l'aise. Cette peur de reproduire, c'est bête, hein, mais... Non, c'est pas bête du tout. Non. Très, très mal à l'aise. Et puis, donc, mon grand frère a 2 petites filles. Donc, je me suis retrouvée, alors je ne sais pas pourquoi, à Noël, il y a 2 ans. Voilà, on était 2 jours après Noël, on réveillonnait chez mes parents, il y avait mon frère, mes parents, mon compagnon. Et puis, je voyais ma fille et ses 2 cousines dans le parc, et je ne sais pas si vous voulez, ça m'a renvoyé un sentiment de moi quand j'étais petite avec mes cousines. Quand on allait chez les grands-parents, enfin voilà. Et puis, de fil en aiguille, la soirée avançant, vers 11h, on a commencé à parler de nos grands-parents, et puis je sais pas pourquoi, voilà, c'est sorti comme ça. J'ai dit à mes parents, donc les petites étaient couchées, j'aurais dit écoutez, voilà, surtout à mon père, parce que je n'avais jamais rien dit pour lui, parce que je l'aimais, je voulais pas lui faire de mal. Et voilà, c'est là que j'ai dit à mes parents, mais écoutez, je dois vous annoncer quelque chose de douloureux. Et puis, sans que je finisse ma phrase, alors c'était très particulier, sans que je finisse ma phrase, ma mère savait exactement de quoi il s'agissait. Ah oui? Alors, moi qui, dans mon sentiment de petite fille, avait toujours pensé que j'avais décidé moi-même de ne plus jamais aller chez mes grands-parents, il s'est avéré que ma mère s'était aperçue de quelque chose quand j'étais petite et ne m'y avait plus envoyé. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. D'accord. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Votre mère a senti quelque chose qui n'était pas sain pour vous, en tout cas. Exactement. Mais sans savoir. Sans savoir, sans comprendre. Et donc, alors, 2 choses. La première, c'est que j'étais rassurée parce que je me suis dit, bon, d'accord, donc ça veut dire que quand on est une maman qui fait attention et qui aime son enfant, on est capable de se rendre compte. C'est un signal fort. Voilà, ça m'a... moi, ça m'a rassurée dans mon rôle de maman. Je me suis rendu compte ma mère s'est rendue compte qu'il s'était passé quelque chose et m'a protégée à sa manière. Donc, et puis un deuxième sentiment un peu plus... Enfin, elle a plutôt senti qu'il y avait un risque, pas qu'il s'était passé quelque chose. Elle a senti un risque pour vous. Elle a compris qu'il s'était... Ouais, je pense elle a senti, elle a dû comprendre. C'est encore un petit peu flou, on a du mal à en mettre parler. Oui, c'est délicat. Mais et puis un sentiment un peu compliqué en se disant, mais attends, si tu t'es rendu compte de quelque chose, pourquoi on n'en a jamais parlé avant? Pourquoi Alors donc, pour vous dépeindre le tableau, donc comme je vous disais, la famille de mon père, ils sont 6 frères et sœurs, très aimants de leurs propres parents. Donc j'étais dans une famille, et ma mère aussi s'est retrouvée dans une famille très, très lourde, très imprégnée dans un schéma familial avec le patriarche au milieu, donc le grand-père, et tout le monde ayant peur de lui, mais l'adorant. Donc elle-même n'a jamais voulu parler à mon père de quoi que ce soit. Elle m'a protégée à sa manière, elle m'a prévenue. Donc voilà, moi j'en ai parlé. Et suite à ça, de fil en aiguille, bien, je me suis rendu compte que ma cousine, qui avait 2 ans de moins que moi, avait été abusée elle aussi. Et ce soir-là, elle l'a dit aussi? Pas ce soir-là. Non, tout ça a pris un petit peu de temps. On va dire que sur un espace de 15 jours, voilà. Tout s'est dévoilé, quoi. Voilà, donc il y avait vous, votre cousine, c'est ça? Moi, ma cousine, et c'est là que les choses sont très étranges. Et bon, pour moi, j'ai encore du mal à comprendre tout ça, mais la mère de ma cousine, c'est-à-dire la sœur de mon père. La sœur de votre père, donc la fille du grand-père, Voilà, c'est intergénérationnel finalement, avait été abusée aussi. Par son propre père? Par son propre père, en général, hein, c'est de génération, Et oui, j'ai découvert, j'ai compris ça après, J'ai compris ça et voilà. Bon, il faut savoir que mon grand-père a eu 3 filles. Donc une grande fille
qui elle nous dit que il aurait essayé, mais que elle l'a pas laissé faire. Donc voilà. Et puis donc 2 autres filles, des jumelles. Oui. La mère, qui est donc la mère de ma cousine, celle dont je vous parle, qui elle a dit oui, voilà, j'ai été abusée, moi aussi. Et puis sa jumelle, elle est décédée d'un cancer du sein il y a il y a quelques années, enfin il y a pas longtemps, il y a 3 ans. Donc on pense, elle était mal dans sa peau. Ouais. Donc voilà, tout ça est très très difficile parce qu'on pense qu'elle est partie avec son secret. Enfin moi j'en suis intimement convaincue. Oui, je pense que vous avez raison. Voilà. Ouais. Mais et aujourd'hui, alors, Marie, comment ça se passe? Enfin, en fait, c'est vous qui avez donc dévoilé. Vous avez bien fait, hein, parce que c'est en posant un acte fort comme vous l'avez fait que ça peut s'arrêter. Donc c'est très important. Enfin, vous voyez, vous êtes le maillon. À un moment donné, dans la chaîne des générations, il faut que ce soit dit et dévoilé pour permettre que ça s'arrête. Donc c'est très important ce que vous avez fait. Alors je sais pas maintenant comment vous le vivez, comment c'est vécu. Alors moi bien, je vais pas dire très bien parce que évidemment la famille s'est déchirée. Oui. Il est décédé votre grand-père, j'imagine. Ah non, pas du tout. Non. D'accord, oui, parce que Gaëtan demande est-ce qu'il est encore vivant. Il est encore vivant, et il est bien vivant, et il est. C'est très compliqué puisqu'en fait j'ai un oncle, donc un des frères de mon père qui ne me croit pas, qui ne nous croit pas. Oui, vous. Qui a un intérêt à rester près du grand-père, mais qui a un intérêt financier, soyons clairs. Puis même indépendamment de ça, enfin quand même ça atteint l'image de ce grand-père, de ce père patriarche, voilà, donc ils veulent pas ni le voir ni l'entendre. Vous voyez, donc il faut forcément dire que vous mentez parce que pour eux c'est pas recevable. Oui, et puis tout le monde se dit, et c'est légitime, tout le monde se dit oui, mais pendant 25 ans, elle a rien dit. Tu as fait comme si c'était un gentil grand-père. Tu allais à tous les anniversaires, tu faisais des bisous. Enfin, c'est vrai. Et j'ai toujours eu au fond de moi je jouais un jeu, un rôle. Voilà, je voulais surtout pas qu'on le sache. Et je voulais surtout pas que mon père, que vous protégiez. Exactement. Oui, c'est ça, vous protégez vos parents. Bien sûr. Votre père en particulier. Oui, vous aviez compris que sur quoi reposait la famille et vous saviez qu'en même inconsciemment, instinctivement, en dévoilant le secret, ça risquait de faire s'écrouler un château de cartes, quoi. Et c'était dangereux. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais étrangement, je pense que je l'ai fait à un âge où j'étais capable de l'assumer. C'est ça aussi. J'étais capable d'assumer, et de soutenir, parce que finalement c'est un peu ça, de soutenir mon père. On a eu le sentiment, moi j'ai eu le sentiment que du jour où je l'ai dit et où j'ai commencé à mener mon combat, ce combat que je mène aussi pour ma cousine et avec ma cousine, qui est un peu plus fragile que moi, parce que je pense parce que sa propre mère a été abusée, donc c'est très compliqué de vivre avec ça. De vivre avec le fait de se dire, ma mère qui sait exactement de quoi elle était capable, ne m'en a pas protégée, mais au contraire, m'a, alors je vais pas dire livrée à ce grand-père, mais en tout cas, elle a ce sentiment-là. Non. Et elle a fait comme si de rien n'était, elle l'a mis chez le grand-père bien plus que moi j'ai pu y aller. Donc ma cousine est plus fragile, donc voilà. Donc c'est un combat parce que j'ai déposé plainte. Oui, alors vous l'avez dit en face ou pas au grand-père? Non. Moi non, alors je n'en ai pas été capable. Mon père est allé le voir, donc il faut savoir qu'il nie en bloc. Donc c'est là que certains de la famille ne me croient pas, puis que cette famille s'est divisée, mais mon grand-père nie en bloc, nous traite de, je suis une petite menteuse qui n'a jamais compris les gestes de la vie courante quand il me changeait la couche. C'est violent, Oui, c'est violent. Et j'ai déposé plainte. Alors une enquête, j'ai déposé plainte. En janvier, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi en fait. 1 an et demi, c'était en janvier de l'année où je l'ai dit, en janvier 2013. Et l'enquête, on en est toujours au stade de l'enquête de gendarmerie. Donc c'est pour vous dire à quel point. Mais c'est normal, je veux dire, il n'y a pas prescription, mais je suis adulte, alors il n'y a plus d'urgence, quoi. Mon grand-père a 84 ans, c'est plus un prédateur, je pense. Oui, mais symboliquement, vous avez posé un acte important. Et votre père, comment il le vit? Vous qui craignez pour lui? Alors ça a été dur. Je pense qu'il a pris quelques années en peu de temps. Si vous voulez, je me suis toujours dit, je ne le dirai pas parce que je vais le pousser dans la tombe. Il est tellement fragile
Et il m'aime tellement sa fille qu'il s'en remettra pas. Et ça va. Ça va. Je veux dire, lui me dit qu'il a enterré ses parents à sa manière, quoi. Il a fait son deuil de ses parents. Ouais. C'est fini. Il n'a plus de parents. Il est plus qu'intimement convaincu que sa sœur, donc qui a du cancer, en a beaucoup souffert. Ouais. Bien sûr, ça l'a détruit. Et du coup, il fait avec. Il a plus de parents, il a une fille, il en prend soin, et puis. Oui. Je pense que vous, mais vous racontez très bien votre histoire, hein, Marie. La naissance de votre fille, vous voyez comme ça a déclenché chez vous souvent, hein, que c'est ce qui se passe quand on a un enfant, on repasse par des étapes, et votre fille grandissant, vous êtes retrouvée confrontée à vous en tant que petite fille du même âge. Et ça, chez vous, fait naître justement ce besoin de briser un tabou, ne serait-ce que pour protéger votre propre fille. Ah, on a perdu Marie. J'ai l'impression que ça a coupé. Ah, ça c'est trop dommage. Ça c'est le problème des portables parfois dans l'émission. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que Marie, on va essayer de vous rappeler. On va passer un disque en attendant, et puis on espère vous retrouver, Marie, juste après le disque. À tout de suite, en tout cas. Geoffrey va vous rappeler. Alors Marie, on vous a retrouvé ? Oui. Oui, super. Oui, alors c'était quoi, panne de batterie, non ? Non, pas du tout. Ah bon, ça a coupé. Je suis bout de télécom et voilà. Ah bah. C'est un peu galère des fois. On dénonce. Non, je plaisante. Alors il y a Gaëtan qui demande, est-ce que votre grand-mère, quelle a été la réaction de votre grand-mère ? Alors voilà, donc ma grand-mère, grand-père. Pardon, on vous a pas entendu. Votre grand-mère ? Ma grand-mère soutient mon grand-père. Ah oui, mais oui. Ouais, c'est insupportable. Qu'il s'est jamais rien passé. Enfin voilà. Et vous savez, dans ces histoires d'inceste familiaux, il y a des espèces de loyauté très particulière, de complicité presque. Enfin, pas presque, de la complicité des proches qui en fait presque protège quelque chose de tabou. Moi, je pense, parce que bon, on a mis un petit peu le puzzle en place, et puis avec ma cousine a des souvenirs, parce que bon, j'ai des souvenirs précis. Ma cousine a par exemple un souvenir précis où la grand-mère est présente, alors que moi, ça se passait quand ma grand-mère s'en allait, quand mes parents me mettaient en garde chez mon grand-père. Et que la grand-mère était présente. Ah, c'est super malsain. Ouais. Voilà, dans mes souvenirs, moi, elle n'était jamais là, elle partait en course, à droite, à gauche, chercher du pain, enfin, vous voyez, des moments où j'étais... Mais votre cousine, elle s'en souvient, par contre. Et du coup, ma cousine a ce souvenir-là. Et donc, en mettant le puzzle en place, effectivement, ma grand-mère est quelqu'un de soumise, qui a vécu sous la soumission de cet homme qui faisait peur aussi, parce que c'était quelqu'un d'assez coléreux. Tyrannique, quoi. Moi, j'entends un peu tyrannique. Oui. Et du coup, elle soutient son mari. Et puis, vous m'aviez demandé tout à l'heure si j'avais eu mon explication avec lui, si j'avais une explication. Dans le cadre de cette enquête, on m'a demandé si j'acceptais de faire une confrontation. J'ai dit oui. Et on m'a rappelé, donc le gendarme m'a appelé une fois que mon grand-père était placé en garde à vue. Ouais. Pour qu'on fasse cette confrontation. Donc attention, c'était une garde à vue d'une personne de 84 ans. C'est une garde à vue qui dure une journée. C'est pas violent, mais quand même, oui, je pense que symboliquement, c'est fort. Oui, c'est énorme, surtout pour l'homme que vous décrivez. Oui, je pense. Mais oui. Oui. On a toujours. Je travaille dans un milieu judiciaire, donc je trouve que c'est intéressant. Oui. Oui, d'accord. Oui. Donc il y a justice, il y a une justice aujourd'hui pour vous, Marie, en fait. Hein oui, il n'y a pas de hasard. D'accord. Non, mais je le sais. Non, il n'y a pas de hasard. Oui, vous voyez comment vous réparez et reconstruisez. Enfin, c'est très résilient tout ce que vous nous racontez. Oui. Comment vous êtes prise en main. Je vous demandais si vous aviez vu un thérapeute et comment finalement par vos choix de vie, par votre parcours, même par finalement la vie qui vous a donné une fille, qui vous a mis une fille sur votre chemin, pour refaire vous le chemin avec vous, petite fille. C'est vraiment très intéressant. C'est vrai que moi, ce témoignage que je souhaitais faire ce soir, c'est-à-dire que moi, je suis différente. Bien moi, sûr. c'est ça. Il y a eu l'avant et il y a eu l'après. Bien il y a sûr. eu ce 26 décembre où j'ai livré mon secret, où le château de cartes effectivement est tombé et où moi, par contre, je suis restée debout. Et il y a eu ces moments où j'ai eu l'impression de pousser ma famille vers l'avant.
Ouais. où j'ai redoublé d'énergie pour que tout le monde aille bien. Mais j'ai pas, ça me renforce. Je pense vraiment, et je m'en rends compte, nombreux sont ceux qui, dans les familles, sont victimes d'abus du père, du grand-père. Oui, là, il y a un SMS qu'on reçoit. Moi, j'ai été abusée par mon oncle à 5 ans, ça m'a perturbée dans ma vie de femme. Oui. Vous, votre vie de femme, comme on dit, elle a été perturbée par cet événement aussi. Elle va mieux depuis très peu de temps. Hein. Ouais. Elle a été perturbée. Et sans doute la révélation vous a aidé. Oui, c'est ça. J'ai un compagnon qui est aussi dans le milieu judiciaire. Oui. Donc, qui lui est très... c'était très dur pour lui aussi. Parce que il a compris beaucoup de choses et aujourd'hui ma vie de femme, mon intimité avec lui va mieux parce qu'il est doux, il est compréhensif, il est patient et ça va mieux parce que sincèrement je suis plus forte maintenant et j'ai l'impression que ça m'a j'aurais évidemment jamais voulu vivre ça, mais en même temps là aujourd'hui c'est une force. Vous illustrez merveilleusement, Marie, comment nos blessures ou nos vulnérabilités, comment on peut en faire une force. Hein. Oui. C'est la fameuse phrase de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça vous a pas tué, même symboliquement, vous voyez, ou psychiquement, ça vous a pas tué. Et vous l'illustrez très bien en disant, ça m'a renforcé. Mais parce que vous en avez pris toute la responsabilité. C'est ça qui fait la différence. C'est là que je pense que je l'ai dit à un moment où j'étais capable de faire face à tout ce qui pouvait il était temps. Produire, en fait. Oui, il était temps. Oui. Mais je conseille aux femmes et aux hommes aussi qui peuvent vivre dans ce silence c'est vraiment une mort lente. Oui, c'est une prison psychique, ce silence. C'est ça. Oui. Et c'est totalement destructeur. Vous avez raison. Tout ce qui est abus, perversion, je dis souvent que c'est photodégradable, c'est-à-dire que mis en lumière, déjà, vous voyez, ça se dégrade dès qu'on met les choses en lumière. Alors, bien sûr, il y a l'aspect thérapeutique en cabinet, mais voyez-vous, quelquefois, ça dépend de chaque personne, de chaque chemin. Et vous avez décidé d'en prendre la responsabilité. C'est sans doute, bien sûr, votre grossesse, la naissance de votre fille, le malaise que vous avez ressenti à sa naissance, qui tout d'un coup vous a poussé à... Après ça c'est une chose que j'en parle pas, mais je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Et c'est là que le corps, l'esprit, des choses se passent. Je ne savais pas encore que j'étais enceinte parce que ma fille, ça a été une bonne surprise de la vie, assez inattendue. Donc je ne savais pas encore que j'étais enceinte et j'ai cette chose qui est remontée, vraiment très violente, avec des images, vraiment des sensations, ce mal-être. Alors que je ne savais pas encore que j'étais enceinte et je me souviens très bien où, quand, et je me disais mais pourquoi j'y pense tant maintenant. Ensuite j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit tiens, peut-être. Écoutez son corps, écoutez ses ressentis. Oui, c'est effectivement une très bonne lecture. Oui. Mais il faut, Merci Marie. Merci Marie. Merci pour votre témoignage ce soir. J'espère que il aidera beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. C'est l'objectif, je le souhaite aussi. Écoutez, vraiment un grand merci pour votre très beau témoignage. Et puis, je vous souhaite en tout cas une jolie vie avec votre fille. Merci. Et bravo pour votre parcours. Bravo pour votre courage. Vous savez que dans le courage, la racine du mot courage, c'est cœur. Et vous savez, dans la fameuse réplique dans le CID, Rodrigue, as-tu du cœur? C'est Rodrigue, as-tu du courage? Merci. Donc vous avez beaucoup de courage, Marie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre émission. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir David. Bonsoir Sophie. Merci beaucoup. Je vous écoute tous les soirs et je vous ai entendu la semaine dernière dans l'émission de Roland Pérez. Oui, dans les experts. Oui, c'est ça. Dans lequel vous aviez signalé que Roland Pérez avait signalé que vous étiez spécialisé en management et qualité du travail, je crois. Oui, exact. Et voilà, et du coup, on ne peut plus rien cacher aux auditeurs d'Europe 1, c'est terrible. Non, je plaisante. Il l'a signalé parce que je crois que c'était le thème de l'émission aussi, je ne sais plus exactement. Le thème de l'émission, c'était Tous malades. C'est celle-là. Voilà. Il a présenté votre fille. Voilà. Et du coup, votre avis sur cette
spécialisation que vous avez m'intéresse parce que je perds un petit peu pied au travail et je suis un petit peu angoissée. Je voulais avoir votre avis sur ce point-là, si vous me permettez. Ah bah avec plaisir, avec grand plaisir. C'est vrai que c'est bien aussi de parler du travail dans l'émission parce que ça fait quand même, c'est une grosse partie de notre vie aussi. Hein. C'est ça, c'est 7 heures par jour et là, exactement. C'est les vacances pour tout le monde. Tout le monde reprend bientôt le travail. Et, du coup, et les angoisses reviennent là, c'est ça? C'est ça. Je reprends lundi et bizarrement l'angoisse revient vendredi. Et oui. Alors qu'est-ce qui vous angoisse au travail, David? Je vais essayer d'être très clair. J'ai juste fait 2-3 lignes comme ça. Je vais pas me perdre dans ce que je voulais vous dire. Donc j'ai un souci de communication au travail avec ma manager qui semble souffrir peut-être personnellement ou professionnellement, je sais pas. Et l'ensemble de l'équipe avec laquelle je travaille en souffre. Et en fait, je voudrais savoir comment faire pour plus vivre ça, mais sans lui faire de mal plus qu'elle en a. Enfin, vous voyez, sans lui porter préjudice non plus, parce que le but c'est juste que tout le monde aille bien, mais c'est un peu compliqué quand on voit quelqu'un en détresse en face de nous et on ne sait pas trop comment faire. Ça se manifeste comment quand vous dites que votre manager est en détresse? Quels signes elle donne qui vous font penser qu'elle est en détresse? Du coup, alors juste pour positionner les choses, en fait, je travaille dans un grand groupe, c'est le deuxième opérateur de téléphonie en France. On va pas citer de nom. Hein. C'est ça, on va pas citer de nom. C'est pour ça que je donne juste ça. Je travaille dans un bureau et en fait, on gère des entreprises. Essentiellement, on travaille par email. Et le service dans lequel je travaille, on a à peu près 60, vous voyez, et il y a une dizaine d'équipes, il y a une dizaine d'équipes de 10 personnes. Donc, on est par un petit groupe de 10. D'accord. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise il y a 2 ans. Et quand je suis arrivé, il y avait une autre personne, notre manager, qui avait une quarantaine d'années, mais le comportement visiblement de cette personne n'était pas terrible et les résultats étaient pas bons, donc du coup ils l'ont remplacé et ils l'ont remplacé par une personne plus jeune qui venait d'un autre site et tout de suite cette personne elle est arrivée, elle était hyper dynamique, elle a tout changé, elle était fraîche, la trentaine, elle a relancé la communication, comme elle était dynamique, tous les résultats sont arrivés, en tout cas tout se passait bien, elle refaisait des points, des réunions, tout ce qui n'existait plus, donc tout se passait bien sauf avec quelques anciens, vous savez parfois dans les entreprises les anciens sont un peu réfractaires un peu au changement, etc. Mais voilà, globalement, ça allait bien. Finalement, les 3 personnes qui étaient un peu réfractaires, elles ont demandé des changements de poste parce qu'elles n'arrivaient pas du tout à s'entendre avec cette personne. Et voilà, moi, ça allait. Et très vite, on a senti des discordes entre notre manager et sa direction. Et aussi vite, elle a arrêté de communiquer, elle s'est refermée sur elle-même. On sentait plus de communication, plus de discussion, plus de réunion, plus rien du tout. Donc, c'était hyper brutal. Donc, moi, j'ai ressenti ça un peu de manière très violente. Alors qu'avant, elle communiquait facilement auprès de vous sur ce qui venait d'en haut. Enfin, elle livrait pas mal d'infos facilement. Tout à fait. C'est ça, elle communiquait beaucoup, elle était très présente. Tous les jours, elle disait bonjour, ça va, on se faisait des points, des réunions. Et là, même plus de bonjour, plus rien. Enfin, c'était hyper brutal. Il y a des moments où ça avait l'air de mieux aller. Et après, ça allait moins bien. Parfois, vous savez, dans les entreprises, il y a des petites tensions entre les salariés. Dès qu'il y avait une petite tension entre les salariés, on voyait que vite, ça la gonflait. Ça devenait un énorme problème pour elle. C'était comme si on avait commis un crime parce que 2 personnes c'était un petit peu ça la peur du conflit, c'est un classique voilà, une grosse peur du conflit. Du coup on s'est retrouvé un peu en totale gestion, Sophie, et l'ambiance entre la manager et toute cette direction s'est encore dégradée, elle s'est encore refermée sur elle-même et du coup elle s'est mise en arrêt pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et à son retour, il y a une collaboratrice qui est arrivée il y a peu de temps, mais peut-être un petit peu malveillante parce qu'elle est beaucoup, vous savez, dans les ragots, etc. Et elle s'est un petit peu rapprochée de cette personne, elle s'est un peu engouffrée dans la brèche en voyant peut-être que la personne était manager était pas bien. Et du coup, aujourd'hui, Sophie, cette manager ne communique plus qu'avec cette personne-là. Tout le reste de l'équipe n'a plus de communication totale. Par exemple, elle est à 1m30 de moi, et quand elle doit me demander quelque chose, elle m'envoie un email. Et alors qu'on s'est jamais disputé, elle m'a jamais dit David, t'as fait ça de pas bien, etc. Elle m'envoie un mail. Alors ce qui serait bien, David, puisque j'ai l'impression que vous partagez tous le même souci, c'est pas juste un souci personnel pour vous, c'est celui de l'équipe. Et on est toujours beaucoup plus fort à plusieurs dans le monde du travail. Enfin, c'est important d'en parler ensemble. Moi, ce que je vous suggérais, ce serait là à votre tour de vous réunir, de prendre un café dans l'entreprise ou en dehors avec votre petit groupe là de 10 si vous vous entendez bien, de faire un point entre vous en constatant ce que vous-même vous constatez, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a plus d'informations, il n'y a plus de communication, elle semble aller pas bien, et de voir ensemble ce que vous décidez, pas pour aller la voir tous les 10, mais qu'il y en ait 1 ou 2 qui soient porte-parole du groupe.
voire 2 si vous voulez, et que vous alliez même chose, prendre un café, faire une petite réunion conviviale avec elle, pour lui en parler, j'allais dire très calmement, en lui disant voilà ce qu'on constate, comment on pourrait faire. Du coup, Sophie, je suis content que vous me disiez ça parce que on l'a fait, on a communiqué entre nous. Donc d'accord. Vous êtes allé la voir, donc vous avez fait exactement ça. Ouais, d'accord. On a fait exactement ça. C'est marrant, mais on a fait exactement ça. Donc c'est pas moi qui suis allé, mais c'est une personne qui nous a représenté. Et comment ça s'est passé? Écoutez, elle a tout réfuté. Elle a dit qu'elle allait très bien, qu'elle avait aucun problème avec personne, qu'elle avait rien à reprocher à personne, que tout allait bien, mais qu'elle travaillait. Donc voilà, on n'a pas eu plus d'informations. Mais en lui parlant factuellement, c'est-à-dire, vous voyez, en lui disant, voilà comment c'était avant. Factuellement, voilà, on avait telle réunion, on parlait de ci, etc., parce qu'il y a des faits, c'est ça qui nous raccroche au travail. Et aujourd'hui, il n'y a plus les mêmes faits, donc qu'est-ce qu'on doit comprendre, sans dire ça nous va pas, mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce qui se passe? Vous voyez, parce que là, du coup, elle a tout nié. Si vous lui avez dit ça a changé ou c'est plus comme avant. Elle a tout nié, c'est ça. Et effectivement, moi, j'étais pas là parce que c'est une personne qui nous a représenté, qui a essayé, en tout cas, de lui demander. Et du coup, après, je peux essayer de redemander à cette personne si elle a posé ce genre de questions. Mais moi, ce qui m'angoisse, Sophie, c'est que dans ma boîte mail pro, alors j'ai accès à mes mails pendant mes vacances. J'ai vu par contre que j'avais une réunion avec elle jeudi. Vous savez, c'est les réunions annuelles obligatoires. Ah oui, c'est l'entretien individuel. C'est votre entretien individuel. D'accord. C'est ça. Elle peut pas passer à côté. Et du coup. Moi, je sais pas trop parce que j'avais déjà essayé de lui parler et c'est vrai qu'elle réfute tout. Elle est vraiment dans le déni total. D'accord. Voilà, et je sais pas trop comment me positionner. C'est-à-dire, elle va me demander ce qui va pas bien, et je sais pas trop comment dire. Plus qu'on a déjà fait. Comment je dois me positionner en fait. C'est ça. D'accord. Alors d'abord, vous allez la laisser venir. C'est le principe là. Donc vous la laissez venir calmement et vous voyez qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Et voilà, vous allez d'abord engranger de l'information et dans un deuxième temps, déjà en fonction de ce qu'elle vous dira, mais vous, en fonction de ce que vous souhaitez lui dire, et préparez-le avant de l'entretien, préparez sur une feuille les éléments que vous avez envie de lui faire passer en disant que il y a une question que vous posez, il y a quelque chose qui vous questionne dans le fonctionnement du service, c'est-à-dire voilà et vous actez que le service fonctionnait de telle façon il y a quelque temps, que maintenant il fonctionne différemment, et vous pouvez poser très naturellement sans personnaliser la chose en demandant si c'est un choix stratégique de la direction, si à quoi ça correspond, à quoi correspond le changement de management que vous avez tous noté, sans jamais personnaliser le propos, pour voir si elle peut vous donner des arguments. L'autre chose aussi, c'est j'imagine vous avez un CHSCT, est-ce qu'il est au courant le CHSCT, ou est-ce que vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un? Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Parce que ça peut valoir le coup, surtout si vous pensez qu'elle est en souffrance et qu'elle pourrait être manipulée par quelqu'un, ou en tout cas un peu dans les griffes de quelqu'un, d'alerter une personne du CHSCT, de porter, si jamais ça porte préjudice au fonctionnement du service, voyez, et que vous êtes quand même 10 à arriver la boule au ventre au travail le lundi matin, je pense que là vous pouvez sans faire une alerte, mais au moins vous rapprocher du CHSCT pour voir ce qu'il en est. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est un petit peu, parce que moi je le ressens un peu comme, c'est compliqué, mais je le ressens un peu comme pas du harcèlement, mais de l'isolement, c'est-à-dire que comme elle ne communique plus et elle ne donne plus que des informations à une personne dans l'équipe, je me dis elle est pas bien, d'accord, cette personne, tous les managers peuvent ne pas bien aller, mais si elle ne va pas bien, pourquoi avec une personne elle continue à communiquer et pas avec les autres, et c'est ça aussi que... elle a peut-être choisi un pion, elle a peut-être choisi quelqu'un pour faire passer les informations. Mais cette personne-là ne nous les fait pas passer. Et du coup, dans l'entretien que je vais avoir avec elle, c'est comment je peux aussi aborder ce sujet-là sans la braquer, mais en lui disant que... Non, alors à ce moment-là, il faut tout dépersonnaliser, David. C'est-à-dire que c'est un entretien, certes, personnalisé parce qu'il s'agit de votre entretien individuel, mais dans l'entreprise, on est là pour se parler du travail, et on oublie que plutôt que de parler des individus et des personnes, on arrive à s'entendre dès lors qu'on parle sur le comment travailler. Donc vous allez parler, vous, du comment on travaille. Voilà, on travaillait comme ça avant, on travaille comme ça aujourd'hui, et pour bien travailler, il nous manque
telle info qui passe par telle personne mais qui ne nous les donne pas. Vous voyez, il faut que ça reste vraiment à la fois factuel et ancré sur un fonctionnement et sur le comment faire le travail. Parce que c'est ça qui fait que ça vous rend malheureux et que ça rend les autres malheureux aussi ou en souffrance. C'est que à petit moment, on peut plus parler du comment travailler, on finit par en arriver au conflit de personnes et à gloser sur un tel, à créer des ragots. Parce que le travail n'étant plus un objet de dialogue, c'est les individus qui deviennent un objet de dialogue. Donc pour sortir de ces systèmes un peu pervers de personnalisation, il faut repasser par qu'est-ce qui nous réunit dans un bureau. C'est le comment, c'est comment on fait les choses. D'accord. Mais en plus, moi, ce qui est compliqué pour nous, Sophie, c'est que cette personne, en fait, est une personne intelligente, dans le sens où elle connaît bien l'être humain, elle connaît bien le fonctionnement de l'être humain, parce qu'avant d'être cadre dans cette entreprise, elle a fait des études de psychologie pour elle, voilà, et donc elle a commencé quelques années, puis elle n'a pas continué, mais elle a eu son diplôme en tout cas. Donc du coup, elle connaît bien l'être humain et elle arrive bien, lorsqu'on est en entretien avec elle, à nous faire parler, à aller dans son sens à elle, et on ressent tous la même chose, c'est que quand on est avec cette personne, en fait, elle manie très bien la parole, elle manie très bien, quand on est qu'avec elle dans un bureau, elle met un masque, donc c'est une autre personne, et on n'arrive plus, c'est comme s'il y avait deux personnes, en fait, on n'arrive plus à lui dire ce qu'on a ressenti quand on était tous ensemble, parce que quand elle est en face de nous, c'est une autre personne qui est hyper avenante, hyper souriante. Mais pourtant, vous dites qu'elle n'était pas comme ça avant, au début. Elle jouait le groupe. Pendant un an, ça s'est bien passé. Mais rentrez pas dans des aspects trop psychologiques, parce que là, vous risquez justement, vous, de vous fragiliser, de vous inquiéter, parce que vous allez essayer d'analyser des choses en fonction du comportement. Restez vraiment centré sur le comment on travaille et qu'est-ce qui empêche le bien travailler ensemble, parce que on n'a pas les infos, du coup on s'inquiète, que finalement c'est le fonctionnement de l'équipe qui a du mal à fonctionner comme ça. Donc ce sont des questions et vous ne personnalisez absolument pas le débat. Et puis par contre, vous en profitez pour avoir le maximum d'informations de sa part et d'essayer de comprendre ce qui se passe pour elle. Vous voyez ? Mais parce que si elle communique pas là-dessus, en fait, du coup, même si je vais écouter le podcast, là, je réécouterai les conseils que vous m'avez donnés, mais même si j'applique ça, alors, les deux dernières questions que je voulais vous poser, c'est si elle communique pas et si elle vous échappe. Alors, si elle m'échappe, et si après elle me répond alors qu'elle m'a pas échappé, qu'elle ne change pas. Donc, si elle m'échappe et puis si après ça ne change pas, qu'est-ce que je dois faire, en fait ? Et là, à ce moment-là, il faudra voir avec le CHSCT, parce qu'il en va du fonctionnement de l'équipe. Et là, c'est les instances du personnel, c'est délégué du personnel, médecine du travail, CHSCT. À ce moment-là, c'est comme ça. Et si elle m'échappe un peu dans l'entretien, vous avez des clés, des phrases un peu qui peuvent permettre à une personne quand même un peu plus d'échanger quand quelqu'un ne le fait pas, ou si elle m'échappe, c'est qu'elle n'a pas envie et je laisse tomber. Mais montrez-lui tout le temps qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas et que vous restez en questionnement, toujours sur cet aspect du travail. C'est-à-dire, soyez étonné, vous voyez, sans jamais la juger, parce que sinon elle va se sentir jugée, agressée. Oui. Vous êtes juste dans l'étonnement et le questionnement. Donc vous venez vous en disant voilà, j'ai besoin de comprendre ça je comprends pas bien, ok. Alors éventuellement si elle vous répond à côté, vous lui dites écoutez, vous lui dites pas je vois que vous voulez pas me répondre, vous lui dites surtout pas ça, mais vous lui dites bon vous n'avez peut-être pas de réponse à apporter à ma question. Vous voyez ce genre de formulation. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de répondre à ma question. Alors là forcément, elle est manager, donc si elle n'est pas en mesure de répondre, c'est quand même un souci. Donc là, vous voyez, vous pouvez essayer comme ça de manœuvrer très tranquillement en essayant d'être ce qu'on appelle en position basse, vous voyez, en psy, assez bienveillant, assez ouvert, la laisser dans son autorité, donc ne menacez jamais son autorité, et puis restez comme ça, face à elle, en ouverture, et essayez d'avoir des informations, et vous restez bien droit, bien dans votre axe, avec ce que vous souhaitez, et juste d'être, sur la façon de travailler. On travaillait bien comme ça avant. On a du mal à comprendre pourquoi maintenant c'est moins facile pour nous et on voudrait que vous nous aidiez. Parce que le rôle d'un manager quand même, David, c'est de vous faciliter la tâche. C'est ça, et là, c'est problématique, et là, c'est l'inverse.
Et là, elle le fait plus. Donc Ben c'est oui. encore plus dur. Ben voilà. Donc ce qui vous questionne vous en tant qu'équipe et vous en tant qu'individu face à elle, c'est de dire, écoutez, moi j'ai une question, c'est qu'avant j'ai l'impression qu'on travaillait en bonne intelligence, et comme les choses ont un peu évolué, est-ce qu'éventuellement l'équipe ne vous satisfait pas? Est-ce qu'il y a des choses, vous voyez, questionnez-la au maximum pour qu'elle essaye un peu de sortir du bois et de se livrer à vous. Mais surtout, ne la jugez pas, ne la coincez pas et questionnez, restez très ouvert. Et c'est ça qui est dur, parce que parfois dans un entretien, vous savez, on se laisse porter par... Je sais. Ouais. Mais bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour jeudi. Et puis, après, c'est la force du groupe. Hein. Vous en parlez entre vous, vous restez bien soudés. Et après, bah, si les choses bougent pas, c'est CHSCT, instance du personnel, déléguer le CE, etc. Hein. Bonne chance à vous. Je vais essayer de suivre ça. Juste, Sophie, je voulais vous dire, j'écoute Caroline Dublanche tous les soirs et j'adore également vous écouter. C'est vraiment agréable. Et j'aime beaucoup la manière dont vous commencez les émissions, toujours par une avec petite... ma petite chronique. Oui. Une Sauf petite ce chronique, soir, une petite je suis un morale. peu butée, oui. Mais c'est original, c'est super sympa, et la manière dont vous imagez toujours les choses, comme par exemple hier, quand vous disiez à quelqu'un que c'était tout mélangé dans sa tête, que c'était comme une chevelure avec des nœuds qu'il fallait. Voilà, c'est vraiment génial parce que ça nous permet de comprendre des aspects qui sont durs. Ouais. Voilà, je me souviens même plus des images, genre, c'est rigolo, mais les choses me viennent. Vous en dites tellement que vous pouvez pas tout vous en souvenir, mais en tout cas c'est super. C'est gentil, merci David. Et bon courage pour jeudi, hein, et bonne reprise lundi. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Marie. Bonsoir Sophie. Je vous remercie de bien vouloir essayer de m'aider. Oui, avec plaisir. Alors, j'ai un petit souci qui maintenant est un gros. J'ai la soixantaine passée. J'ai rencontré il y a 2 ans une personne qui est plus jeune que moi et qui me pose des questions sans arrêt sur mon passé. Pourquoi j'ai fait telle chose, pourquoi je suis restée avec la dernière personne 10 ans ou plus, peu importe sur le nombre d'années, pourquoi j'y suis restée, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi. Là, c'est une enquête policière. Eh bien, voilà, c'est ça, il a raté sa vocation. Dans la gendarmerie, c'est ça, il a commencé, c'est vrai, maintenant que vous me le dites. Oui, c'est ça, voilà, il n'a pas continué, mais il avait commencé. Ah, bon. Et c'est sans arrêt des questions sur mon passé. Et ça revient. Mais quoi, il soupçonne un truc, il inquiète quoi? Ouais. Tous les 3 mois. Ouais, enfin, je dis tous les 3 mois, c'est peut-être tous les 6. Ouais. Mais ça fait 2 ans que c'est... Et qu'est-ce que vous lui répondez? Comment? Eh bien, je réponds à ses questions. Oui. Et une fois que j'ai répondu à la question, il réfléchit et il y a un petit fait supplémentaire qui arrive dans son esprit et hop, il lui faut une seconde réponse. Et ça, c'est crescendo. Alors moi, je lui réponds. J'ai la vie que j'ai eue. Malheureusement, je ne me suis pas entendue avec les personnes avec qui j'ai vécu. J'ai pris la décision de quitter la dernière personne. C'est mon passé. Oui, mon passé, j'ai dit je voudrais mettre une fin. Si j'ai quitté la personne, c'est que j'ai voulu mettre une fin. Oui. Moi, je dis toujours qu'il faut regarder devant, pas derrière. Oui, mais il est très anxieux manifestement et vous, le piège, c'est de pas rentrer dans la justification qui vous amène à faire. Mais vous lui avez déjà demandé qu'est-ce qu'il craignait, qu'est-ce qui l'inquiétait, qu'est-ce qu'il y avait derrière ces questions? Pourquoi c'était important pour lui? Je ne lui ai pas demandé précisément ce détail, mais je bloque dès qu'il me pose des questions sur mon passé. Voilà. Parce que vous sentez quelque chose que vous prenez comme une curiosité malsaine. Oui, je n'osais pas dire le mot, mais enfin voilà, quelque chose qui vous met pas bien, quoi. Voilà, et moi je dis, mais ça ne te regarde pas, bien que je lui réponde tout le temps aux questions. Ouais. Je réponds tout le temps. Il y a Gaëtan qui demande, est-ce qu'il est jaloux? Il est du style jaloux? Je pense. Hein. Oui. Quand vous êtes ensemble, qu'il y a d'autres personnes, est-ce que du coup ça se passe aussi dans le présent avec lui, enfin? Oui. Effectivement, s'il y a quelqu'un qui me parle ou quelqu'un qui est trop avenant avec moi, il va dire oh là, celui-là, il faut qu'il arrête. D'accord. Et est-ce que par exemple quand il vous parle de son travail ou de rapport avec d'autres gens, est-ce qu'il a un petit côté, alors j'aime pas employer le mot, mais alors je vais mettre des guillemets, enfin un peu parano, c'est-à-dire est-ce qu'il pense qu'on lui en veut, que quelqu'un lui a mal parlé, que vous voyez? Dans son travail, figurez-vous que je ne pose pas de questions.
Et lui vous parle pas tellement de sa vie? Oui, il m'en parle un petit peu, mais moi, je prends l'info qu'il me donne. Je ne veux pas poser des questions. C'est ma façon de faire. Je dis que ce qu'il a fait avant, parce que lui aussi, il a eu des petits soucis, ou même des gros, plus gros que moi. Je ne demande pas des détails. J'ai l'info. Oui, d'accord. Oui. Mais alors, Marie, peut-être que sa façon de... Du coup, je comprends autre chose. Le fait de vous poser des questions, c'est espérer ou vous amener à ce que vous fassiez la même chose pour lui. Peut-être qu'il aurait très envie que vous lui posiez plein de questions aussi. Eh bien, je bloque. Là, je dis non, je peux pas, parce qu'il m'a donné les grandes. Il aime bien parler de son passé. Il aime bien. Ah, voilà. Il m'a donné les grands événements, des tristes et voilà. Donc moi, c'est bon, on va pas y revenir dessus. Ce qui s'est produit était suffisamment triste dans sa vie. Je vais pas lui demander le détail et pourquoi et comment. J'estime que c'est suffisant. J'ai eu aussi des choses tristes. Je lui ai dévoilé. Et après, pourquoi y revenir sans arrêt? Oui, comme dit Christelle, il a peut-être besoin de tout maîtriser. Hein. C'est un rempart contre l'anxiété. Hein. C'est une façon que s'il a toutes les informations et qu'il vous donne toutes les siennes et qu'il a toutes les vôtres, c'est un peu comme s'il se protégeait de ce qu'il aurait pas vu. Vous voyez, c'est comme un rempart en se disant, bah au moins, je suis comme le petit pousset, quoi. J'ai mes petits cailloux, je retrouverai mon chemin parce que j'ai tout semé dans l'ordre où il fallait. Ça marche pas comme ça, mais en tout cas, lui, il croit que ça marche comme ça. Je pense qu'en fait, dites-vous que vous avez en face de vous quelqu'un de très anxieux, de très inquiet, qui a besoin d'être rassuré. Et que dans son questionnement, c'est beaucoup d'inquiétude. Donc, soit très doucement, vous lui demandez ou vous le questionnez sur « mais qu'est-ce qui l'inquiète tant ?» ou « qu'est-ce qui est un peu derrière ces questions ?» Vous essayez d'en savoir plus. Mais ça ne concerne que le passé. C'est ça qui me... mais qu'est-ce qu'il cherche? Vous voyez, pourquoi c'est si important pour lui, ce passé? Essayez de le questionner autour de ça. Alors pourquoi j'ai acheté des affaires à deux? Pourquoi je les ai pas achetées seule? Pourquoi j'ai monté des commerces à deux? Pourquoi pas seule? Parce que j'en suis capable. Effectivement, je suis capable de plein de choses. Mais pourquoi ça? Eh bien parce que sur le moment, c'était comme ça. Il y a des opportunités qui se présentent dans la vie. Oui, mais c'est une façon aussi, vous voyez, un peu intrusive d'avoir toutes les clés. Hein, oui, il veut un peu comme s'il voulait toutes les clés de vos coffres. Oui, mais c'est ça, oui. C'est l'image qui me vient, quoi. Il veut les clés des coffres, quoi. Et puis voilà, et tous les codes secrets. Et moi, c'est ça. Et moi, je dis que j'ai réussi en quittant la dernière personne. J'avais un millefeuille, j'ai fait une image d'un millefeuille. J'ai réussi au fur et à mesure à extirper toutes ces feuilles. Et maintenant, lui, il me reprend les fils de temps en temps. J'ai dit non, je ne peux pas reprendre le fil de ce qui s'est passé auparavant puisque je l'ai coupé, tout ça. Et ça me met dans des colères, je dis... Bah, vous vous sentez piégé. Ah ouais. Oui, c'est un peu comme s'il utilisait votre histoire ou votre passé pour la réécrire à sa façon. Vous voyez, imaginez qu'il ait pris tous les éléments, puis il s'en va avec, et puis lui réécrit à sa sauce, puis après il revient, puis il vous dit, bah non, t'as pas vécu ça parce que t'as vécu plutôt ça. Mais oui, c'est ça. Et c'était pas tel jour, c'était à telle heure, et ainsi de suite. Il refait des petits trucs. Moi, mais il a raté sa vocation d'inspecteur de police, d'enquêteur. La brigade criminelle. Non, donc ça me met dans des colères, ça me déminéralise, ça me fait très très mal. Physiquement, je comprends Marie, parce que c'est un peu vampirisant, envahissant. Oui. Et bien alors donc là, moi je pars de chez lui, je le quitte, ou quand il est chez moi, je lui dis de partir. Et c'est violent, Est-ce que vous tenez toujours à lui? Vous êtes amoureuse, Marie? Vous avez envie de continuer? Là, je suis en train de... Ça s'est cassé, d'après moi. Intérieurement, je sens que c'est... Parce que vous avez employé d'ailleurs un mot magnifique, j'aime beaucoup, mais parce que je trouve tellement juste, vous avez dit « il me déminéralise ». J'adore l'expression parce que c'est vraiment ça, c'est que vous êtes en train de perdre votre énergie, il vous la prend pour en faire sa vie. Il se sert de votre vie pour créer la sienne aussi. Peut-être. Donc attention à vous, Marie, soit vous tenez à lui, vous voyez, ça vaut le coup de continuer, mais voilà, enfin, vous voyez, à un moment donné, il y a un choix à faire quand on se sent pas bien comme vous là, dans une relation, il faut y réfléchir à deux fois. Même s'il est plus jeune, même
Non, oui, je mais pense vous savez, vous, voilà, ne vous dites pas, souvent j'entends cette antenne, oui, mais alors l'âge que j'ai, je rencontrerai plus personne, etc. Non, on reste pas avec quelqu'un parce qu'on a peur de rester seul. Non, oui, non, allez pas vous marier, non, hein, d'accord? Allez, j'entends que vous avez un bon sourire, parce que là, il vous étouffe, quoi. Oui, il vous étouffe. Oui, il me déminéralise. Oui, vraiment, je vais garder le mot, j'adore. Alors que j'ai une force vitale. C'est bien pour ça qu'il la prend. Oui. Non, alors Marie, maintenant, vous reprenez vos billes, c'est le cas de le dire, hein. Ok. Et puis vous vous reminéralisez, ok? C'est ça. Bon courage Marie, merci de nous avoir appelés. Bonne nuit à vous. Au revoir. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions, auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Geoffrey et Charles à la réalisation. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sarah. Bonsoir, je suis un petit peu émue de vous avoir au téléphone. Oui, bienvenue. Merci. Je voulais remercier le monsieur qui est au standard qui a été Geoffrey. très très gentil. Oui. Je le remercie. Oui, on a une très très bonne équipe dans la libre antenne. Effectivement, très sans Geoffrey, sans Paul, sans Jeanne, sans Quentin, voilà. Ils sont 4, on aurait du mal à faire cette émission, donc c'est bien de leur rendre hommage. Merci très à vous. Sympathique. J'espère que je vais pas être très confuse, c'est un peu compliqué mon histoire. Non, je vais vous aider sinon. Allez-y Sarah. Excusez-moi. Voilà, en fait, j'ai un certain âge, j'approche la quarantaine. Oui, oh, vous me faites rire. Donc, ouais. Pas d'enfant, pas de mari, un peu la pression familiale. Voilà, t'es pas marié, tes amis sont mariés. Oui, c'est pour ça que vous me dites j'ai un certain âge. Vous voyez la représentation que vous fabriquez parce qu'on vous enferme dedans. Oui. Enfin, j'ai eu des relations très éphémères, un peu furtiles, pas très stables, on va dire. Ouais. Et la dernière personne que j'ai eue, je pensais vraiment que c'était le bon. Ouais. C'était quelqu'un de posé, on voulait vraiment construire quelque chose ensemble. Oui. On voulait même s'installer ensemble. Ouais. On était tous les jours ensemble, mais vraiment tous les jours. Notre histoire a démarré difficilement. Comment expliquer ça? En fait, il m'a reproché beaucoup de choses dans notre histoire. On s'est séparés, on s'est remis ensemble, on s'est beaucoup séparés, beaucoup remis ensemble. Pendant combien de temps ça a duré, ça, ce parcours un peu chaotique? Oui, d'accord. Et lui, il était quoi, disponible, divorcé, veuf? Enfin, c'était quoi son histoire? C'est compliqué. Il a eu un enfant avec une dame qui ne voit pas. Oui. Et après, il s'est mis avec une personne. Il a été marié, divorcé, mais il m'en parle jamais de son passé. Il m'en a jamais parlé. D'accord. Voilà, donc je sais pas du tout. Et très vite, sa famille, c'est très. Oui. Même sa famille, c'est très. D'accord. C'est opaque pour vous. Et très vite, vous disiez qu'il vous a fait des reproches. Quel genre de reproches? En fait, le début de notre relation, c'était très très fusionnel, c'était très rose. On va dire c'est parti. Voilà, sur les chapeaux de roue. Et en fait, on était ensemble un matin et j'ai reçu un SMS
d'un de mes ex qui me demandait comment j'allais, tout ça. Je lui ai répondu que j'étais en couple, ça se passait bien. Enfin, je lui ai dit que j'étais en couple. Lui, il a vu les SMS, il m'a dit c'est qui t'envoie des messages. J'ai pas voulu lui dire, en fait, j'ai pas. Voilà, pour pas l'inquiéter, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, ce texte-là m'a recontacté pour me redemander mes nouvelles, tout ça. Je lui ai dit que je m'étais malheureusement cassé le bras et tout, mais que j'allais bien, machin et tout. Enfin voilà, bref. Mais je lui avais dit que j'étais en couple. Et lui, en fait, une fois, je me suis connectée sur son ordinateur pour mon téléphone. En fait, il a vu tout le listing, il a vu ce numéro-là que j'ai fait. Donc, il a su qu'on s'était recontacté, en fait. Donc, il l'a très, très mal pris. Il m'a dit que je l'avais menti, que je n'avais pas dit la vérité. Enfin. Donc, il vous a fait une crise de jalousie, quoi, tout ça, voilà. Très, très, très. Surtout que cet ex, une fois, on était ensemble, lui et moi, un soir. Il m'a envoyé un message, j'ai plus tes nouvelles et tout. Donc, lui, il s'est permis de prendre mon message et de lui répondre à ma place, en fait. Donc, en fait, il n'a pas compris. Il m'a dit, normalement, avec un ex, on coupe court, quoi. T'aurais dû lui dire, laisse-moi tranquille ou fous-moi la paix. Enfin, voilà, quoi. J'ai été trop gentille, en fait. Donc ça, il l'a très mal pris. Je lui ai expliqué que j'étais inquiète par rapport à sa réaction. C'est pour ça que je lui l'avais caché. Oui, d'accord. C'est un ex que j'ai pas vu depuis 9 mois et c'est pas quelqu'un que j'ai envie de revoir. Enfin. Et il vous fait toujours pas confiance? Ah non, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Comme ça, en fait, après, il se permettait tout le temps de prendre mon téléphone et de lire chaque message, que ce soit avec ma famille, mes amis. Oh là là, et vous le laissiez faire? Oui. Ouais, En fait, comme la première fois, je me suis sentie. Un peu coupable. Vous vous êtes dit, j'ai rien à cacher, il a qu'à regarder. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. D'accord. Oui, je comprends, Sarah. Et donc, du coup, il en a fait une habitude. Oui. C'est ça? Et alors, aujourd'hui, vous en êtes où dans cette relation? En fait, il y a eu beaucoup de reproches, donc on s'est remis ensemble. Et des reproches sur tout, quoi, vraiment tout. Mais moi, je me sentais tellement très amoureuse, je vais pas le mentir. Donc à chaque fois, on s'est séparés à un long moment. J'étais vraiment, vraiment pas bien, quoi. J'ai pas arrêté de pleurer jour et nuit. Même au travail, j'étais pas bien. Et quand il est revenu en moi, j'ai été très contente, quoi. J'ai dit c'est pas grave, tout ce qui s'est passé, j'oublie. Mais à chaque fois, c'est moi qui m'excusais, quoi. Une fois, pareil, parce que moi, vous voyez, ce qui m'interroge, Sarah, quand j'écoute votre histoire, c'est qu'est-ce qui fait que vous acceptiez quand même quelle idée ou quelle image de vous avez pour dire je suis amoureuse d'un homme qui finalement est pas très très gentil avec moi ou un peu jaloux, qui me respecte pas beaucoup, qui a pas confiance en moi. Enfin, qu'est-ce qui fait où se nourrit cet amour que vous avez pour lui à partir du moment où lui se comporte comme ça avec vous? Oui. C'est le premier homme qui a été vraiment présent pour moi, quoi. Enfin, j'ai eu un accident, pas très grave, mais bon, il m'a accompagné plusieurs fois à l'hôpital, il m'a fait les courses, il est resté auprès de moi. Oui, je comprends. Il a été très protecteur. J'ai une famille qui est, on n'est pas très famille, donc je vois très rarement ma famille. Mes amies, elles ont fait leur vie. Donc donc vous aviez le sentiment, d'avoir rencontré un homme sur lequel vous pouviez compter. Voilà, c'est ça. Oui, mais en même temps, vous voyez, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est que, et vous parliez de fusion d'ailleurs au début, ça va avec, c'est-à-dire le fait qu'il vous prenne en charge comme ça, qu'il soit très présent, mais il est présent jusqu'à être très intrusif dans votre vie et à regarder votre portable et tous vos agissements. Donc, est-ce que c'est ça, avoir un compagnon et être en sécurité? Je sais pas. En fait, j'ai beaucoup senti la solitude et avec lui, je la sentais plus parce qu'on mangeait ensemble, on passait nos week-ends ensemble. Il m'a emmené promener de partout. Il était toujours présent, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il y avait toujours des petits accrochages pour rien, quoi. Une fois, on est parti au bord d'un lac. J'ai pris un peu de poire, j'ai mis une robe,
pas, enfin, j'ai mis une petite veste par-dessus, mais voilà, il y avait un décolleté un peu plongeant, et là, il m'a fait une grosse crise, quoi. Il m'a dit que c'était fait exprès pour aborder les hommes. Oui, vous voyez, Sarah, c'est un peu comme si vous étiez à lui, alors que vous étiez peut-être toute ravissante pour lui aussi, hein, si vous aviez mis cette jolie robe pour aller au bord du lac, et que lui vous voit comme sa possession. Ce qui voilà n'est pas ne vous rend pas non plus libre dans un couple, dans une histoire à deux. Alors vous avez raison, vous parlez de solitude, et que je comprends que voilà, ce soit agréable pour vous tout d'un coup d'avoir quelqu'un dans votre vie qui prenne soin de vous, qui soit là, mais là ça va un peu loin dans la frontière, et les moments que vous pourriez passer ensemble, qui seraient des moments doux, agréables, ou en sécurité, finalement vous n'êtes pas en sécurité. En fait, c'est une fausse sécurité. Vous avez le sentiment d'être en sécurité, d'être accompagné par lui, mais dans le vécu du quotidien de la relation, dans ce qui se vit, il n'y a pas la sécurité même psychologique, puisqu'il vous fait des reproches, il vous dit que la robe ça va pas, à qui vous appelez, qu'est-ce que vous faites. Vous voyez, donc il y a un peu un paradoxe là. Je suis un peu beaucoup perdue, quoi. Mais il m'a éloignée aussi d'une amie à moi, quoi. Il voulait plus que j'ai ça c'est typique de la relation d'objet, Sarah. Actuellement, vous êtes sa chose, vous êtes sa possession, vous lui appartenez en propre, hein, comme un territoire. Plus personne, ne peut ni même regarder le terrain de loin. Enfin, vous voyez, plus personne n'a accès. Il vous coupe. Alors attention, parce que sous couvert de pas être seul, vous vous retrouvez isolé à deux. Voyez, c'est pas, faut pas confondre la solitude et l'isolement. C'est vrai que d'une certaine manière, vous souffriez de la solitude, mais là, vous allez souffrir d'isolement. C'est-à-dire que vous allez être isolé dans la relation. Il vous isole. Pas la même chose. Les seules personnes que j'ai le droit de voir ou d'être avec, en fait, c'est ma famille. Oui. Oui, parce que là, pour le coup, il vient avec vous dans la famille ? Non, il avait rencontré très brièvement mon frère et ma sœur, mais sinon, non. Ouais. Non, et puis il m'avait fait un peu de... Qu'est-ce que vous souhaitez faire là, Sarah ? Là, vous en êtes où ? La relation est coupée ? Vous êtes toujours en lien ? Complètement coupée. Non, il m'a dit que c'était normal que, en fait, pour les hommes, j'étais une fille de passage. C'est l'image que je donnais, donc... que je lui avais apporté que du mal dans sa vie. Oh là là ! Et vous a dit ça ? S'il avait perdu son travail, c'était de ma faute, parce qu'il s'est consacré qu'à moi. Non mais Sarah, là, vous me racontez ça là ce soir. Vous y croyez, quand vous me le dites là, décentrez-vous un tout petit peu, prenez du recul. Qu'est-ce que vous vous dites de cet homme qui vous dit des choses pareilles ? Ça vous révolte pas ? Non, parce que mais vous méritez pas ça. Aucune femme ne mérite ça. L'histoire que j'ai eue précédemment, qui était sérieuse, c'est un peu déroulé. Pas pareil, il n'était pas jaloux, tout ça, mais il m'a dit brièvement que j'étais pas faite pour celui que j'ai eu avant, qui était sérieux normalement. On devait se marier, tout ça, et quelques temps avant le mariage, il m'a dit comme on était allé loin dans la relation, je pense que vous comprenez de quoi je veux parler, alors qu'il savait très bien que j'avais eu quelqu'un avant lui. Il m'a dit qu'en fait j'étais pas une fille avec qui on se mariait. Oh écoutez, qu'est-ce que c'est que... mais qu'est-ce que vous vous dites là, Sarah, sur vous ? Voyez, qu'est-ce qui fait que vous allez vous confronter à ce genre d'homme ? Quelle image vous avez de vous pour aller chercher comme ça les coups et les brimades ? Voyez, vous êtes là, vous mettez ce qu'on appelle en posture de victime, et vous avez en face de vous des bourreaux. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu un travail psy sur vous ou pas, Sarah, oui. Et ça vous a permis de comprendre. Ma mère, en fait. Ouais. Elle m'a tout le temps rabaissé. Mais oui, mais Sarah, il y a une jeune femme qui ne demande qu'à vivre, à être aimée. Et prenez soin d'elle. Si c'est pas vous qui le faites, c'est pas un homme qui le fera. Vous savez bien que pour être aimé, ça passe d'abord, un petit peu par soi. C'est-à-dire que la façon dont on se regarde, c'est aussi la façon dont les autres vous regardent.
Donc il faut être un peu plus bienveillante avec vous, si vous voulez attirer dans votre vie des hommes un peu plus bienveillants et ne pas les autoriser à être de cette façon-là avec vous. Personne, que ce soit une femme, un homme, hein, on mérite pas comme ça d'être maltraité. Vous voyez, vous l'êtes, de fait. Qu'un homme puisse vous dire des choses pareilles, on est à la frontière presque de l'insulte, d'une maltraitance psychologique. Donc ce serait important, Sarah, je ne sais pas si vous voyez toujours votre psy, mais... Non, malheureusement, elle est partie. Ah, peut-être trouver quelqu'un avec qui vous êtes bien et d'aller vraiment travailler ça pour vous en défaire. C'est pas à vous. Ça peut pas être à vous. C'est une autre histoire. C'est quelque chose que... un peu comme... Vous voyez, comme si vous portiez sur votre dos un énorme sac de cailloux, là. Et vous, lâchez-le. Et là, il y a Valérie qui dit c'est un manipulateur. Fuyez, Sarah. Il y a Alice qui dit elle paye beaucoup trop cher la compagnie de cet homme. Fuyez. Vous voyez, les auditrices qui vous écoutent ont le même sentiment que moi, Sarah. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour vous, et quand vous allez faire un pas comme ça vers vous, de prendre vraiment ce qu'on appelle vraiment le soin de soi, c'est-à-dire vraiment s'écouter, vous aimer vous-même, vous allez voir que vous allez croiser la route d'hommes très différents. Mais là, vous rejouez une histoire de maltraitance de votre mère, vous allez chercher des hommes qui valident le scénario que votre mère vous a collé sur le dos par loyauté envers votre mère. Il faut lâcher ça. Bien que ce soit douloureux. C'est surtout la solitude qui me fait... Je comprends, mais elle sera habitée dès lors que vous allez l'habiter avec vous-même. Vous voyez, là, de toute façon, vous avez troqué votre solitude contre un isolement. Il va vous isoler, vous vous isolez, même psychiquement vous vous isolez. Vous allez vous racornir, tout à l'heure c'était très joli, c'est Marie qui prenait le mot de déminéraliser. Voilà, ça va être comme Marie, vous allez perdre votre vitalité, tout. Gardez-la, elle est précieuse, vous allez en faire quelque chose. Il n'y a aucune raison que vous en fassiez rien. Personne n'est condamné à être seul toute sa vie. On n'est condamné à rien d'ailleurs. Vous avez un certain âge, donc... Non, peu importe. Il n'y a pas d'histoire d'âge. Franchement, Sarah, l'être humain a une plasticité, une souplesse merveilleuse dès lors qu'on commence un peu à en prendre soin, s'en occuper. C'est pas une histoire d'âge. Franchement, je vous assure. Donc, si vous commencez à vous intéresser à vous, comme vous le méritez, vraiment, vraiment, vous allez voir que d'abord, ça va combler votre solitude et puis que vous allez naturellement en sortir parce que la vie va vous amener à rencontrer des gens qui vont apprécier la Sarah qui est en train d'éclore. Mais ça vaut le coup. Même si c'est un peu difficile au début parce que vous pensez que ça vaut pas le coup, que ça sert à rien, que vous méritez pas mieux, que blablabla, que tout ce que vous vous dites et qu'on vous a dit, que ces hommes vous ont dit. Lâchez ça. Traitez-vous comme votre ami, c'est ce que je dis souvent sur cette antenne. Traitez-vous comme si vous feriez pas ça à votre ami. Dites-vous que vous êtes votre meilleur ami. Ne vous traitez pas comme ça. Vous traiteriez pas comme ça votre ami. Non, moi je suis quelqu'un de... il m'a fait douter de moi parce que je suis quelqu'un de plutôt gentil, quoi. J'aime pas faire du mal. Pas... Oui. Et lui, il me disait comme quoi, en fait, je suis quelqu'un de minable, quoi, de pourri. Enfin, j'ai rien de... Mais Sarah, mais c'est insupportable. Qu'il y a des femmes mieux que moi, qu'il y a des femmes intelligentes. Qui s'en aille, qui vous lâche. Puisqu'il y a des femmes mieux que vous, qui se tirent. Voilà. J'ai rien d'autre de mieux à vous dire. Il était dans la religion. Moi, je lui dis, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'une famille plutôt modérée. Donc, je bois pas d'alcool, tout ça, mais et il me disait que voilà, je l'entraînais dans le mal parce que à cause de moi, il faisait plus la prière. Vous savez, vous allez lui faire un cadeau, Sarah. Vous allez lâcher et vous allez dire, puisqu'il y a des femmes mieux que moi, puisque je suis pas à ton goût, bye bye, au revoir, salut, voilà. Et vous allez voir la tête et ça va vous faire du bien. Sarah, vous savez qui vous êtes, beaucoup plus que lui ne le sait. Et d'ailleurs, vous me le dites, moi je suis plutôt ceci, je suis plutôt une femme douce, je suis plutôt gentille. Vous le savez, on sait toujours qui on est. Il a pas raison, il a juste pas raison. Alors arrêtez de lui donner raison. D'accord ? À chaque fois, en fait, c'est moi qui le supplie pour qu'il revienne vers moi. Non, alors là, vous en êtes où là ? C'est fini ? Vous êtes séparés ? Oui. Super, vous bougez plus. Sarah, vous n'allez pas le supplier encore une fois. C'est dur parce que les week-ends, je les passe toute seule. Oui, c'est dur. Alors pleurez un bon coup et puis levez-vous un matin week-end en vous disant ok, c'est comme on disait l'autre jour avec une auditrice, qu'est-ce qui me ferait plaisir ce matin ? Vraiment plaisir.
Voilà, vous êtes votre ami. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec vous? Vous avez envie d'aller voir un film? Vous avez envie de manger ceci? Vous avez envie... Faites quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait plaisir. Vous allez voir, c'est comme une discipline. Hein? Dites-vous, c'est une discipline. Et puis, petit à petit, vous allez avancer. Hein, Sarah? Donc, vous pensez... Enfin, c'est pas moi qui ai un problème. Ah non, je pense pas du tout que vous ayez un problème, non, Sarah, absolument pas. Si, le seul problème que vous ayez, c'est de pas bien vous occuper de vous, de pas être une bonne amie pour vous. Ça, oui, c'est un problème. Et vous ne vous écoutez pas, alors que vous savez très bien qui vous êtes. Donc, vous arrêtez de l'écouter lui. En fait, je m'ai un peu éteinte parce que oui. avec lui, j'osais même plus me maquiller ou me coiffer parce que dès que je me parfumais, il me disait mais tu te parfumes pour qui? Pour aller au travail. Une fois, il est venu me chercher au travail, je suis sortie avec un collègue, on a juste discuté sur le trottoir, il a pris une crise, quoi, vraiment. Oui, bon. En plus, vous voyez, vous avez un travail, vous avez des collègues, vous avez une vie, Sarah. Il y a une vie sans lui. Oui, puis là, il était un peu jaloux parce que j'ai trouvé un très bon travail. Génial. Je suis très bien appréciée au Top, travail. Top. Bah alors, vraiment, alors là, Sarah, super. Accrochez-vous à ça, d'accord? Ça va vous aider. Et vous allez trouver peut-être dans vos collègues des nouvelles sources d'amitié. Voilà, accrochez-vous là où vous êtes bien. Si vous avez trouvé... Lui, même quand j'avais un collègue homme qui était très gentil, qui m'avait juste appelé une fois parce que j'étais pas très bien par des nouvelles. Bah, pareil, il a pris une crise. Il n'y a aucun homme qui doit t'appeler sur ton portable. Bah voyons, c'est ça. Allez. Je me suis dit, c'est vrai, il a raison si je veux être une mais femme. Mais non, pas du tout, Sarah, il n'a pas raison. C'est n'importe quoi. Allez, bon débarras, qui vous laisse un peu vivre. Vous avez une vie sans lui. Hein. Je suis ravie qu'il soit parti. Ne le rappelez plus. Allez, soyez un peu forte. Je vous lis encore deux messages. Il y a Augustine qui dit « Vous ne pouvez pas vous laisser traiter ainsi et vous allez encore plus perdre confiance en vous et en vos qualités. Partez. » Christelle qui dit « Vous aurez du temps pour d'autres rencontres et bien plus saines. » Et puis enfin JD qui dit « Vous êtes bien mieux sans ce personnage ignoble et je suis sûre que vous rencontrerez bientôt un homme bien qui saura vous aimer. » Alors si avec ça, Sarah, ça vous fait pas du bien, gardez le podcast, je vous en supplie. Et puis quand vous avez un petit coup de blues, eh ben vous réécoutez ça, d'accord? Un petit peu comme un mantra et puis ça va vous remettre en selle. Ok Sarah? C'est très très gentil. Allez, parce que vous le valez bien, hein? Dites-vous. C'est comme la pub de L'Oréal, d'accord? Allez, vous le valez bien, Sarah. Bonne chance à vous. Hein. Bon courage et tenez bon. Hein. Et plus d'ignobles personnages dans votre vie. Ok? Oui. Allez, au revoir, Sarah. Je vous embrasse. Bonsoir, Antoine. Antoine, vous êtes là? Oui. Oui, bonsoir, Antoine. Oui, bonsoir. Je suis quand même ému et je vais tâcher de résumer un peu mon histoire. Oui. Ce qui se passe, bon là, moi je suis retraité, j'ai 73 ans et je suis divorcé. Divorcé après vraiment avoir été vraiment malmené, à savoir que ça a commencé par le fait que avec un de mes enfants, on avait préparé la maison pour fêter les 25 ans de mariage et en fait mon épouse elle les a fêter en allant, c'est même pas une fugue puisqu'elle est partie avec quelqu'un mais qui était en plus malade quoi, à l'autre bout du pays. Et puis bon toutes les choses se sont envenimées. À un moment donné c'était un peu comme statu quo quoi. Alors je me suis dit vis-à-vis des enfants, moi je peux pas pardonner ce truc-là parce que pour moi c'est un truc qu'on peut pas réparer, surtout quand je lui ai posé la question plusieurs fois devant les enfants en fait. Est-ce qu'elle regrette quoi d'avoir fait ça ou quoi? Elle répondait pas, donc vous savez, le silence ça équivaut à ce qu'on dit souvent, une approbation. Hein. Et puis là ce qui se passe c'est que moi si vous voulez les enfants c'est normal, ils ont chacun leur vie, ils sont pas du tout à côté de moi quoi. Hein. Mais ils sont extrêmement gentils. Et dans un premier temps l'aîné a pris fait et cause pour sa maman, mais très très vite il a compris que ça allait pas quoi. Hein. Donc les enfants, même actuellement, ils me demandent savoir si leur maman est à la maison. D'ailleurs, ce sera plus le cas maintenant puisque
elle est partie en province. Mais ils ne veulent plus la voir, quoi. Mais là, vous nous appelez pourquoi, Antoine, en fait, alors, voilà, ce soir? Oui, ce soir, je vous appelle parce que ça fait juste pas longtemps que je connais votre émission et j'ai regardé, j'ai écouté les podcasts des anciennes émissions et je me suis dit que là, je suis vraiment très perturbé et il y a un de vos dans une émission il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait comme une sorte d'association où on pouvait discuter, se soulager, quoi. Et là j'aimerais bien, s'il y a des gens qui peuvent, si vous voulez, en fait discuter avec moi, parce que moi je suis tout seul, et puis vraiment plusieurs fois j'ai envisagé le pire, c'est la pensée des enfants qui m'a fait que et Antoine, qu'est-ce qui fait, parce que donc vous êtes retraité, vous n'avez pas, je sais pas, un centre d'intérêt ou quelque chose qui vous tient, ou dans vos journées, ou non, franchement, j'ai plus rien, si vous voulez, parce que vous habitez quoi, dans la campagne, vous habitez une ville? Bon, je suis pas loin de la ville, je suis à la campagne, je suis vraiment pas très loin d'une grosse ville. Et ce qu'il y a, c'est que, si vous voulez, tout ce que on avait prévu, en fait, parce que là maintenant... avec elle, eh ben oui. Là, si vous voulez, moi Ça fait combien de temps, Antoine, la séparation? Qu'on est divorcés. Oui. Depuis 2008. D'accord. Et en fait, depuis, c'est un grand vide, quoi, votre vie, quand je comprends. Ça fait 5 ans que... Oui. Oh, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et, si vous voulez, on avait envisagé, en fait, de voyager et tout. Moi, je voudrais sortir, voyager. Oui, en fait, quand je vous écoute, Antoine, j'ai l'impression que votre vie s'est arrêtée un peu en plein vol, quoi. Que vous n'arrivez plus à redécoller. Vous comprenez pas. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Ça s'est arrêté en plein vol, donc vous savez plus quoi faire de votre vie, quoi. Vous êtes tout seul. Exactement. Exactement. C'est pour ça que. Mais il y avait des choses qui, avant, en dehors, bien sûr, de votre vie de famille, de votre couple, est-ce qu'il y avait des centres d'intérêt, des choses que vous aimiez faire par vous-même, ou des choses qui vous passionnaient, ou... Moi, j'ai toujours, déjà par mon boulot avant, je me baladais, c'est pas tout à fait une balade, je travaillais, si vous voulez, un peu partout en Europe. Et personne ne peut me retenir, puisque je suis à la retraite, je pourrais prendre ma voiture demain, puis vous baladez, quelque part. Mais je n'ai plus... Il n'y a plus le goût, vous n'avez plus le goût. J'ai plus le goût. Mais oui, parce qu'Antoine, si vous voulez, vous êtes dans un état où c'est difficile de rencontrer des gens quand on est, comme vous, un peu triste, un peu déprimé, qu'on n'a plus le goût de faire les choses. Quand on a perdu le goût de faire les choses, on ne sait plus par où le reprendre. Alors, il faudrait peut-être, vous forcer un peu, parce que les gens vont pas venir à vous tout seuls. Alors, bien sûr que si on a des messages pour vous, on vous mettra en contact, mais vous voyez, il n'y a pas de magie aussi, c'est que souvent c'est nous qui faisons nos vies. Donc là, vous arrivez au bout de quelque chose où c'est bon, vous en avez assez, vous appelez ce soir, ça suffit, vous en pouvez plus d'être tout seul, de plus avoir de projet. Essayez, moi je voudrais vous encourager ce soir à essayer de vous trouver un projet, quelque chose que vous allez bâtir tout seul. Alors c'est vrai, au début ça va être compliqué, mais c'est un peu ce que je disais à Sarah tout à l'heure, on est quelquefois aussi son propre ami, et puis en prenant le goût d'être avec vous-même, vous allez avoir le goût d'être avec les autres, et les rencontres vont venir. Mais ne restez pas, voyez, parce que c'est pas en vous morfondant chez vous qu'il va se passer quelque chose. Il va rien se passer, Antoine, et vous risquez d'être de plus en plus triste et d'aller de plus en plus mal. C'est vrai qu'il y a un passé que l'avion, ça s'est craché, qu'il n'y a pas eu la vie que vous vouliez. Quelquefois, on met très longtemps à faire le deuil de quelque chose qu'on n'a pas souhaité. Je comprends que vous ne l'avez pas souhaité. Mais c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça aussi. Si vous voulez, par exemple, hier, je me suis dit, allez, je vais sortir de la maison et puis je vais aller voir un film. Ça
me faire sortir. Super. Et franchement, j'ai pas pu. Je suis arrivé pas loin des cinémas. Ouais. Et puis, je suis même pas descendu de voiture. Je suis rentré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi exactement, Antoine. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête à ce moment-là précisément? Quand j'étais au cinéma, pour aller vers... Eh bien, j'ai garé la voiture, si vous voulez. Oui. Et je me suis dit, tiens, peu importe, je n'ai même pas vu ce qui passait comme le film, hein. Mais je me suis dit, allez, je vais voir un film. Et puis, j'ai éteint le moteur. Et je me suis dit, je vais y aller. Et entre-temps, il s'est passé un tas de choses. Je me suis dit, plutôt que d'aller au cinéma, ça ne va rien me donner. Et puis, je suis resté assis dans la voiture pendant peut-être 10 minutes, j'en sais rien. Et j'étais comme un zombie, quoi. Je pensais à rien, à rien du tout. Et après, quand j'ai repris la voiture, je suis repris la voiture pour revenir donc à la maison. Et à la maison, je suis resté avec les volets fermés jusqu'au soir, quoi. Et je pense souvent, je me dis que une vie comme ça vaut pas le coup, quoi. Alors que je devrais aller un peu n'importe où. Je veux dire, moi, j'aime bien, si vous voulez, avec mon boulot avant, j'ai découvert les anciens pays de l'Est, vous savez. C'est des endroits, je pense par exemple à Prague, c'est un endroit merveilleux. Ah oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux, magnifique. Je ne pouvais pas aller comme ça, tout seul, je veux dire, ça n'a aucun charme. Oui, mais parce que Antoine, il faut que vous vous forciez un peu, j'ai envie de dire ce mot, à refabriquer du sens. Vous voyez la phrase que vous vous êtes dit, ça m'apportera rien. Quand vous vous êtes dit ça devant le cinéma, c'est comme si vous cherchiez un résultat d'emblée à vos actes. Il n'y a pas de résultat. Si vous faites les choses pour en attendre tout de suite du résultat, ça va. Effectivement, vous avez raison. À ce moment-là de vous dire ça, c'est effectivement. Après tout, vu que je vais pas bien, je vais aller au cinéma, ça va rien changer. Voyez, vous partez battu d'avance, comme on dit. Et si vous êtes dans l'attente d'un résultat, le résultat vient pas parce que vous ne vous autorisez pas à vivre ce qu'il y a à vivre au moment où c'est à vivre. Lâchez le résultat. N'attendez rien. Faites les choses, je vais dire, gratuitement. Vous voyez, allez au cinéma, sans vous dire, ça va rien m'apporter. Vous en savez rien. Décidez que vous ne savez pas ce que ça vous apportera, c'est gratuit, c'est comme ça. Allez hop, vous allez au cinéma ou vous partez à Prague, mais vous n'attendez rien de ce voyage. Vous n'attendez pas d'aller mieux parce que le petit truc qui vous retient, c'est que vous y allez en vous disant que ça ira mieux après. Peut-être que ça n'ira pas mieux, peut-être que ça ira mieux. On n'en sait rien. Mais c'est un acte que vous posez, c'est par l'exact que vous allez avancer. Donc ne cherchez pas à aller mieux, cherchez juste à vivre ce que vous avez à vivre. Et rien que ça, je vous promets Antoine, rien que ça, déjà, hop, ça va vous redonner le goût. On dit, vous savez, l'appétit vient en mangeant. C'est en vivant qu'on a envie de vivre. Et plus on vit, et plus ça donne envie de vivre. Le goût de vivre, il vient en vivant, Antoine. Oui, mais si je vais vous dire un truc qui va vous paraître bizarre, mais je vous le dis vraiment. Il n'y a rien qui me paraît bizarre, jamais. Tel que je l'ai vécu, j'aime bien, vous savez, aussi bien aller voir des expositions, voyager, puis j'aime bien aussi aller au marché. J'ai été au marché dans la semaine dernière, et je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que je suis le seul qu'on regarde. Et moi, qui aime avoir les stands ou quoi, je trace un peu comme un zombie, quoi. Oui, un zombie, c'est ce que c'est le mot qui me venait quand je vous écoutais. Parce que vous n'êtes pas là. Vous êtes là et pas là. Vous êtes tellement malheureux, tellement pris dans votre tristesse. Mais je vois très bien l'état que vous décrivez et je trouve ça très touchant, et je trouve pas bizarre du tout. Peut-être Antoine, alors je sais pas, mais quelquefois je dis ça, après chacun fait comme il veut, d'aller, je sais pas, voir un psy, un thérapeute, quelqu'un à qui parler peut peut-être vous aider, encore que je sais pas, mais
Mais moi, je pense que ce qui vous ferait le plus de bien, c'est de faire les choses sans rien en attendre. Ok, vous allez au marché et vous allez être un peu zombie. Mais un autre jour, à force d'aller au marché, eh ben peut-être que je sais pas, la couleur d'un fruit, le fumet d'un poulet rôti, voilà, quelque chose va vous réveiller. Mais n'attendez rien, faites les choses. Tant pis. Aujourd'hui, vous êtes un peu en mode robot parce que pas bien, pas heureux. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Eh ben prenez la mesure de ce mode robot. Faites quand même les choses. Ne vous empêchez pas de les faire. D'accord ? Si vous saviez, avant, j'étais vraiment très facile. Mais oui, mais vous êtes triste. À parler aux gens, etc. Mais ça va revenir, Antoine. On perd jamais qui on est. C'est un passage. Moi, j'ai plus rien, en fait, ici. J'ai pas de relation. Mais parce que j'ai pas de famille. Oui, j'entends. Et c'est pour ça que, je sais pas, ça n'existe pas des genres de groupes de parole. Si, tout à fait. Regardez dans votre ville. Bien sûr que si, ça existe. Dans toutes les villes, il y en a. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Il y en a pas. Vous dites que vous êtes près d'une grande ville. Il y en a forcément. En fait, je suis pas loin, si vous voulez, de et Paris, regardez aussi, tout ce qui est groupe thérapeutique ou association. Alors, si c'est Paris, il y a des cafés philo, par exemple. Il y a des cafés psy. Il y a des lieux de rencontre, de dialogue entre les gens. Allez vous intéresser au monde des idées. Ça peut vous nourrir aussi, sans que ce soit, vous voyez, forcément des groupes de thérapie. Ça peut être des groupes de centres d'intérêt. Il y a tellement de choses. Alors surtout à Paris, ne vous privez pas. Mais allez-y, Antoine, hein. Restez pas comme ça, tout seul avec vous-même, parce que voilà, ça va revenir. Vous savez, le goût de vivre, parfois il s'en va, et puis parfois il revient. Vous vivez un passage difficile, et ben vous en sortirez, vous avancerez. D'accord ? Et n'attendez pas d'être heureux, ou n'attendez pas un résultat. Faites les choses juste comme ça. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tout. Vous posez pas de questions, et puis ça reviendra. Hein ? Bon courage à vous, Antoine. Hein ? Merci de nous avoir appelés. Bon courage à vous. À vous. Au revoir. Bonne nuit à vous. Au revoir, Antoine. La libre antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Bonsoir, Désirée. Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir. Oui, j'ai 51 ans. Oui. Et j'ai vécu avec quelqu'un pendant 3 ans. Oui. Et la relation s'était bien passée au début. Et puis bon, comme il y a eu le fils qui est venu s'installer chez nous. Et bon, ce que je n'admettais pas, c'est qu'il ramenait des filles tout le temps et le père il disait rien. Bon, pour moi, c'était un manque de respect envers moi. Oui. Et après ça, bon, il y a eu sa fille. C'était la même chose. Elle ne me calculait pas. Bon, elle me disait même pas bonjour. Et je disais au père, mais est-ce que c'est normal qu'on soit à la maison et puis ça se passe comme ça? Bon, un jour on a eu une discussion et puis sa fille, elle a failli me gifler. Et j'ai dit, moi, je suis pas d'accord. Il faut faire quelque chose. Ah oui. Ah oui. Et là maintenant, on s'est séparés, mais chacun chez soi maintenant. Et un jour, il m'a dit, je pense que je ne vais pas continuer à faire le va-et-vient comme ça. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Oui. Et il m'a pas répondu. Et là maintenant, c'est vrai que je me pose plein de questions. Qu'est-ce que j'attends de cette relation? Oui. Et c'est une bonne j'ai question. l'impression que je rencontre toujours des hommes qui correspondent pas à mes attentes. Ah, vous demandez, pas au bon, ce qui peut pas vous donner en fait. Oui. Vous demandez à quelqu'un de vous donner ce qu'il ne peut pas vous donner. Un grand classique, hein. On se trompe de porte, quoi. On frappe pas la bonne porte. Tout à fait. Ouais. Vous pensez que ça raconte quoi de vous, ça, Désirée, dans votre histoire, non? Pour moi, c'est depuis ma première relation, j'ai l'impression que ça continue. Mais qu'est-ce qui fait, quelle attente ou quelle croyance vous mettez dans votre relation avec les hommes qui vous fait frapper justement pas à la bonne porte? Qu'est-ce que vous dites sur vous? Je me dis sur moi,
Je sais pas. Je mérite pas mieux. C'est ça qui me convient, ou vous vous figurez à certains aspects de la relation que c'est ça dont vous avez besoin, puis en fait vous n'écoutez pas vos besoins profonds. Je n'écoute jamais mes besoins profonds. Ah. Je sais que ce n'est pas bon, mais je continue quand même dans cette relation. Ouais. Alors le quand même, qu'est-ce qu'il y a derrière ce quand même ? Parce que quoi ? Parce que où est le bénéfice ? Où est l'intérêt ? Où est l'enjeu ? Il n'y a pas d'intérêt. Non, est-ce que l'enjeu ce serait de se dire il finira par changer ? Est-ce que c'est ça l'idée ? Oui, oui. Et parce que c'est moi désiré, cet homme, je finirai par en faire un homme bon, un homme comme je voudrais qu'il soit. Tout à fait. Ouais. Oui. Il y a un projet, quoi. Oui. Vous croyez et là du coup ce sera que vous êtes digne d'amour s'il change. Ça vous validera dans qui vous êtes. Oui. Eh oui. Non, c'est à vous de vous valider, Désiré. C'est vous qui êtes digne. C'est à vous de vous donner d'abord cet amour-là, et puis il viendra dans le regard de l'autre aussi. Parce que oui, dites-moi, oui, mais Désiré. J'ai besoin dans la relation, j'ai besoin de combler quelque chose que j'ai jamais eu. Oui. C'est l'amour, mais parce que il y a un vide, il y a un grand vide à l'intérieur. Oui, c'est cela. Et donc c'est comme si, parce que l'autre existe, il va bien me valider dans mon existence de femme. Il va faire en sorte que je sois la femme que je désire être. D'ailleurs, vous appelez désiré, c'est très joli. Mais je le porte pas très bien. Hein. Si, puisqu'il y a un vrai désir en vous. Simplement, le désir ne vient pas chercher là où il pourrait être comblé. Il va chercher à côté. Oui. Il va chercher là où finalement il se frustre. Vous voyez ? Votre désir, il va là où il va être bien frustré. Oui. Donc il y a un désir qui est interdit. Il y a quelque chose d'interdit. J'ai pas le droit au bonheur. J'ai pas le droit d'être aimé. Je vaux pas le coup. C'est ce que je me dis tout le temps. Ah oui. Ah oui. Voilà. Alors du coup oui, il y a toutes les raisons de rester avec cet homme qui vous fait pas du bien, puisque vous méritez pas d'être aimé, et lui vous montre ça. Donc ça boucle la boucle. Donc vous avez raison de penser ce que vous pensez sur vous. Alors je dois écouter mes idées, mon cœur. Ah oui. Surtout vos ressentis, Désiré. Mon ressenti, oui. Oui, c'est-à-dire profondément, il y a une petite voix qui connaît bien Désiré, qui sait ce qu'elle désire justement, ce dont elle a besoin, ce qu'elle voudrait, ce qui serait bon pour elle, ce à quoi elle a le droit aussi, et cette petite voix, elle attend quelqu'un qui lui dise « Ok, je te donne le droit ». Pour l'instant, on lui a pas donné le droit. Alors elle est dans l'ombre, puis par moments elle dit « Oh, je suis là ». Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Et puis il y a Yvan qui dit on peut pas changer les gens. Et c'est vrai qu'on rêverait quelquefois de changer les gens. Puis ce serait pratique. Vous avez jeté votre dévolu sur cet homme. Allez, c'est bon, la relation elle est partie. Allez, c'est pas grand chose quoi. Il a qu'à être sympa, il a qu'à changer un peu et tout se passera bien. Oui, mais je suis trop gentille des fois. Ouais. J'ai l'impression d'être la mère Teresa. Oui, on me demande quelque chose, je dis oui. Mais moi, je vois pas, je n'attends rien, mais personne ne m'ouvre les bras. Oui, mais ça, c'est inconsciemment pour obtenir quelque chose, Désiré. Oui. Vous voyez, c'est pour essayer justement d'obtenir cette affection dont vous avez besoin, cet intérêt. Il y a sûrement une croyance un peu têtue en vous qui dit si je donne beaucoup, si je suis gentille, on va forcément être gentil avec moi. Ça peut pas être autrement. Oui, c'est vrai que je suis têtue. Et puis, vous savez, le fait de se dire, mais il n'y a pas de raison, quoi. En étant sympathique, en étant gentille, généreuse, voilà, ça va marcher, quoi. On ne pourra pas refuser mon cœur. On ne pourra pas me refuser mon cœur. Et si ? En fait, si. Moi, je vais essayer d'écouter la petite voix. Ouais. Parce que je suis sûre que vous la connaissez. Elle vous dit quelque chose, ouais. Je me connais, mais je sais pas pourquoi je suis têtue. C'est cette obstination qui Après, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi tu es aussi obstinée pour des choses qui
qui ne valent pas la peine. Ah ben alors continuez votre questionnement. Essayez, Désirée, quand vous démarrez bien, vous voyez quand vous vous posez la question pourquoi t'acceptes ça ou pourquoi t'as fait ça ou pourquoi, essayez d'écrire la phrase si j'ai fait ça c'est parce que. Essayez de trouver la raison un petit peu cachée, celle que vous voulez pas vous avouer, celle avec laquelle vous n'êtes pas forcément à l'aise, ou à l'aise d'ailleurs, peu importe. Ne jugez rien, surtout ne jugez rien. Franchement, il n'y a rien à juger. Vous voyez, c'est pas bien, c'est pas mal. Il n'y a pas de jugement à avoir. Mais dites-vous, ok, alors j'ai fait ça, c'est pas génial, ça me va pas. Pourquoi j'ai fait ça? Tiens, pourquoi? Et soyez créative. Voyez, imaginez, mais des trucs, je sais pas, le plus absurde possible. Hein. Ne filtrez rien. J'ai fait ça, tiens. Et si c'était parce que, voilà. Et si c'était parce que. Puis vous allez comme ça commencer à comprendre comment vous fonctionnez. Vous allez vous découvrir. Quelquefois, on peut faire beaucoup avec soi-même. On peut comme ça, en se questionnant, en tirant un peu le fil d'une pelote, avancer petit à petit. Et puis voilà, commencer à se découvrir. D'accord. Et en plus de ça, j'ai dit qu'au mois de septembre, je vais aller dans un groupe de parole pour pouvoir exprimer des choses. C'est une bonne idée. Qui sont très profondes et ça me permettra d'avancer. Oui, c'est une très bonne idée parce que le groupe, c'est différent de la thérapie individuelle. C'est vrai que dans le groupe, on expérimente autre chose. Vous voyez, parce que chaque membre du groupe a une parole sur l'autre. Bien sûr, il y a il y a un thérapeute, il y a quelqu'un qui est là et qui cadre et qui est bienveillant. Mais ça aide beaucoup à se réapproprier son propre chemin au travers des autres, justement. Quand vous parliez de vide, petit à petit, vous voyez, c'est dans la relation à l'autre qu'on se découvre. Et vous allez découvrir des parts de vous. Chacun va vous renvoyer quelque chose. Sans vous juger, justement. En évitant le filtre que vous mettez. C'est ça qui va être intéressant pour vous. Il y aura moins de censure ou moins de censeur à l'intérieur de vous. D'accord. Et comme j'ai fait un petit écrit de tout ce que je vous ai dit là, en septembre, je vais reprendre et je ferai une mise au point totale. Exactement. Oui, c'est important de mettre au mot, d'écrire comme ça. Vous tenez un peu le fil. Surtout que vous allez voir ce qui va être intéressant, Désirée, c'est que vous voyez là, on est mi-août. En 15 jours, enfin, on bouge, on peut bouger assez vite. Enfin, nos émotions nous font bouger. C'est intéressant de prendre la température, un peu comme la météo, de regarder un peu comment on bouge, comment on est, voyez, on est réceptif ou pas à une humeur, à quelque chose. C'est un jour, tiens, ça me donne une idée en vous écoutant, Désirée. Je ferai mon introduction dimanche sur Montaigne, qui était un philosophe du XVIe siècle et qui avait fait de lui-même son propre sujet d'enquête. Bien avant la psy, Freud, les coachs et tout ça. Et en fait, c'est comme ça qu'il a écrit les essais. Et en fait, il s'observait, mais sans jamais se juger. Et il se questionnait. Il s'interrogeait, tiens, mais voilà, pourquoi j'ai eu tel comportement, pourquoi je dis les choses comme ça, pourquoi. Et il s'est rendu compte que c'était très humain, vous voyez. Et c'est un des philosophes qui a le mieux parlé de l'être vivant, de la complexité de qui nous sommes. Et vous, ça va vous aider, Désirée. Donc c'est très bien. Et encore une fois, c'est les petits cailloux aussi du petit pousset. Vous n'allez pas perdre votre chemin comme ça. D'accord. Et ce que je fais aussi, je repasse votre émission sur Internet. Oui, comme voilà. Ça, j'écoute tous les auditeurs qui sont passés. Oui, c'est une bonne idée. Moi aussi, Désirée, merci. Bon chemin à vous. Et puis je sens que vous êtes super bien partis. Ça démarre en septembre, c'est ça votre groupe là? D'accord. Et c'est quoi? C'est un groupe de thérapie qui a une certaine type de pratique ou vous l'avez? Là, j'ai pas le nom ne me revient pas, mais c'est dans la région parisienne, mais je vous dirai ça à la rentrée. On vous l'a conseillé en tout cas, et voilà quoi.
D'accord. Oui. Bon, écoutez, merci à vous, Désiré, de nous avoir appelés. Hein, et merci bonne route à vous. Et puis, avant de vous quitter, chers auditeurs, et de vous retrouver dimanche, et je vous souhaite un très bon week-end, il y a Eva, la cinéphile parisienne, qui envoie un SMS pour Antoine et qui dit voir un film, c'est ma meilleure thérapie. Il existe un cinéma français et international fabuleux. Je suis ma meilleure amie et je me sors beaucoup. Lancez-vous. Merci, Eva, la cinéphile parisienne. Bonne nuit à tous et heureux de vous retrouver dimanche. Il est 1h, vous écoutez Europe 1.